Merci d'être venu. Du coup, je vais parler, je suis Antoine, je vais parler de est-ce que sortir du cloud en 2023 c'est une bonne idée? En fait, c'est plutôt un retour d'expérience que nous on a fait le pas il y a 2 ans. Ouais. Et comment ça a commencé? En fait, tout simplement, le CEO est venu me voir en disant faut préparer, on a un énorme projet. Dans 4 mois, il faut qu'on augmente nos capacités de 20 à 100 fois par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Bon, super. Allons-y. J'essaie de un peu estimer nos capacités de scale. Et tout est pas mal fait. Et donc, on est à ce moment-là sur AWS. Donc, on peut un peu tourner le volume à fond et se retrouver avec une facture assez élevée. Et je me dis peut-être ça serait intéressant de voir une autre solution où on réduirait le coût d'infrastructure et on crée une équipe DevOps et ainsi de suite. Donc là, c'est pas des vrais coûts, mais moi, intuitivement, je me dis c'est peut-être plus sympa de construire une équipe et de voir où ça va. Donc, c'est l'idée. J'essaie de voir un peu ce qu'en dit la communauté. Je vais sur les forums, je vais sur Twitter, j'aurais pas dû. Donc ouais, c'est impossible de réussir. Tu ne comprends pas ce que le cloud, Kubernetes, c'est ingérable. Ne le fais pas toi-même. Et est-ce que tu as vraiment pensé à tous les coûts cachés? Et vraiment, moi, quelque chose qui m'a plutôt interpellé, c'est qu'il faut focus sur son corps de métier. Et souvent, sur cet argument, pas mal de gens, enfin, c'est pas moi qui ai créé ce graphique, hein, ils partagent ce graphique où ils font l'analogie en disant si tu n'es pas une pizzeria et que tu fais complètement autre chose, va pas investir dans un four, payer un pizzaiolo, et ainsi de suite. Fais-toi livrer des pizzas. Voilà. Comme ça, tu peux concentrer ton temps sur ton corps de métier. Donc ça fait sens. Donc là, tout à gauche, c'est plus on fait tout nous-mêmes, on achète tout, et tout à droite, on ne fait rien. Alors on peut trouver peut-être un juste milieu, juste un petit espace restauration, et on commande. Sauf que si on regarde un peu plus près les prix du cloud, la pizza à 200 €, ça commence à faire cher. Ça peut faire sens, ça pique, ça peut faire sens si on en commande une par mois. Mais à partir de 10, moi je me suis dit, je l'achète le four et j'embauche le pizzaiolo. Bon, j'ai dû l'annoncer à l'équipe, dans 4 mois on bouge. Ça s'est passé, un peu de scepticisme, c'est plein Covid, j'ai rejoint la boîte il y a 3 mois. Mais on y va. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails de comment ça c'est le déroulement. 2 premiers mois concentrés sur créer les scripts d'automatisation. Je pense que c'était une partie importante. Le 3e mois, migration de staging pour vérifier que tout fonctionne. Et une fois, avec plus d'assurance, on a commencé à migrer petit à petit la production. Donc d'abord, tout ce qui était workload, qui pointait sur les databases du cloud. Et petit à petit, on a migré également les databases sur notre propre infrastructure. En termes des scripts, en fait, on a vraiment deux étapes, enfin deux parties. Une, ça a été la configuration des machines elles-mêmes, donc ce qui va être networking, installation du système d'exploitation, chiffrage des disques durs. Et l'autre partie, c'est l'installation de Kubernetes. Donc pour là, on a une couche un peu au-dessus de Kubespray, mais Kubespray fonctionne très bien pour toute la gestion de Kubernetes. Et je pense que ce qui aujourd'hui permet vraiment la migration, en fait, de sortir du cloud par rapport à ce qu'il y a 10 ans, c'est l'écosystème des logiciels infrastructures. Donc on a parlé, je pense, un peu plus tôt, il y avait un talk à propos des opérateurs, et c'est l'ensemble des outils. En fait, de mon point de vue, je trouve que l'ensemble des outils de la communauté, donc vous tous, qui permet de créer des services qui sont équivalents à ce qu'on a dans le cloud. Donc on a un opérateur Postgres, il y a très peu de différence par rapport à gérer le Postgres sur le cloud, et ainsi de suite. Toutes nos configurations sont open source, vous pouvez regarder certaines d'entre elles, comment on déploie les applications. Je vais passer rapidement, un rapide vue de ce qu'on a en production. On a à peu près 50 serveurs maintenant, dans 3 régions et 2 clusters. Donc on a un cluster avec le principal de nos machines et un autre cluster. On considère les deux comme des clusters de production. Donc on peut facilement migrer de l'un à l'autre, mais ça nous permet d'avoir aussi une sorte
deux switches, on fait l'upgrade sur l'un des deux d'abord, on voit que tout se passe bien, et ensuite on peut passer à l'autre. Bon, tout n'est pas toujours rose, donc je voulais partager quelques incidents qu'on a eus. Ceph, je reviendrai après, c'est un network storage qui est tombé, qui a eu pas mal de temps à revenir. Bon, le réseau, comme toujours, c'était notre faute, ça arrive, et le load balancing. Je n'ai pas tout listé, on a eu d'autres incidents, mais la plupart d'entre eux n'ont pas d'impact sur les utilisateurs. C'est-à-dire que, par exemple, on a foiré un upgrade Kubernetes, on perd le control plane, mais les pods vont continuer de tourner, donc les services n'ont pas d'interruption. Voilà, donc faut travailler dessus avant que tout tombe, mais ça laisse du temps. Donc il y a eu d'autres incidents, mais sans impact pour l'utilisateur. Je crois que j'avance. Quelques leçons de ça, c'est que on est souvent assez enthousiaste. Nos scripts d'installation fonctionnent. Tout fonctionne, je peux détruire un cluster, en recréer un, et ainsi de suite. Mais cette phase d'installation, en fait, dans notre cas, c'était que 2-3 mois. Et la phase de maintenance et d'upgrade, c'est des années. Et souvent, les incidents se passent pendant les upgrades. Donc vraiment, on est parti sur un principe, on teste tous nos scripts d'upgrade avant d'effectuer, et vraiment focus sur la partie upgrade, c'est quelque chose qu'on oublie assez facilement, à peu près dans tous les cas. Et aussi, quand vous regardez dans la communauté, tous les outils de déploiement, souvent ils focus 1 minute, vous pouvez déployer un cluster en 1 minute, et ainsi de suite. Le plus important, c'est de savoir ce qui se passe après cette installation. Et l'autre, c'est ne pas... Le storage, on a arrêté. Donc Ceph, comme je parlais, c'est un network storage. Et tout était rattaché, donc ça permet d'avoir un volume. On avait nos volumes connectés, Redis dessus, MongoDB, Postgres. Ça marche super bien, j'adore Ceph, mais quand il est tombé, au final, tout est parti avec. Voilà. Et on ne peut pas juste recréer, parce qu'il y a toute notre data dessus. Et donc, non, c'est quelque chose que nous, on n'a pas eu décidé d'arrêter là-dessus. Et on est revenu sur utiliser uniquement des volumes locaux et se focaliser sur des réplications au niveau logiciel. Donc utiliser par exemple les réplicas 7 MongoDB, et, enfin voilà. Le choix, c'est le truc. Et aussi on est revenu sur Amazon S3. Donc on essaye vraiment de garder. Et ça, le chose, c'est qu'on c'est pas tout là en fait. On peut aussi avoir un mix, on peut aussi continuer d'utiliser des services managés et garder certains workloads en propre. Ensuite, donc nous, typiquement le storage, on a décidé de ne pas s'en mêler. Qu'en est-il du temps en fait, de l'accroissement du temps pour gérer cette infrastructure? Ça a été beaucoup moins élevé que ce que tout le monde a estimé. Au final, on s'est retrouvé à peu près à 1 semaine par mois dédiée vraiment à la maintenance, préparer les upgrades du système d'exploitation. On a fait, typiquement Kubernetes, on upgrade toutes les versions. Donc on a commencé à la 21, on en est à la 26 maintenant. Et chaque mois, on a une... OK. Chaque mois, on a une partie qu'on souhaite upgrader. Et voilà, finalement, l'augmentation du temps a été complètement décorrélée de l'augmentation des ressources qu'on a pu obtenir. Donc, en fait, on est parti de la facture Amazon qu'on avait, d'à peu près 9 000 € par mois, et on a commandé le même nombre, à peu près pour le même montant en colocation des machines. Et donc, effectivement, on a réussi à avoir plus de 20 fois les ressources qu'on avait pour le même coût. Voilà. Aujourd'hui, on a plus de 2000 CPU, 5 Tera de RAM pour 9 000 €, qui était le même coût qu'on avait à Amazon. Donc, petit accroissement du coût, en termes de temps et de coût de maintenance et d'ingénierie, et un grand gain en termes de ressources. Et donc, si on factorise à peu près les deux, voilà, c'est à peu près, si j'inclus, on va dire, les coûts d'ingénierie et à peu près par le prix qu'on a dans le cloud, c'est à peu près le graphique qu'on obtient. Voilà, c'est à peu près. J'étais assez en surface, mais pour nous, ça a fonctionné. Après, tout n'est pas rose, c'est-à-dire qu'il faut aussi une certaine connaissance dans l'équipe, qui n'est pas forcément facile à obtenir. C'est-à-dire que
le recrutement à ce niveau-là, ça peut être compliqué de trouver les bonnes personnes qui sont capables vraiment de gérer ça. Mais ok, le micro. Qui sont capables de gérer ça, mais une fois qu'on les a trouvés, vraiment, pour notre équipe, on a vraiment obtenu le gain qu'on souhaitait à la fin. Voilà. Donc à chacun de faire son avis. Il n'y a pas vraiment de conseils là-dessus, mais voilà, c'était juste un partage que pour nous, ça a fonctionné. Il n'y avait pas tant de mauvais points après 2 ans. Donc j'ai attendu avant de partager cette expérience, parce qu'on ne sait jamais. Après 6 mois, tout est rose. Et voilà. Donc là, ça fait 2 ans qu'on est en production sur du bare metal. Et on est vraiment parti à fond. Comme je dis, on revient petit à petit sur le storage. On réfléchit à d'autres choses, mais globalement, voilà, petite équipe et ça a fonctionné. Voilà. Merci. Et s'il y a des questions, je suis... Je te remercie beaucoup. Oui, alors je suis curieux, quand tu parles du bare metal, avant la transition, vous n'avez rien en bare metal et vous avez passé la commande pendant ces 4 mois, ou vous aviez déjà une ferme que vous avez décidé de plus exploiter Non, on n'avait rien du tout. On était complètement dans l'opposé, on était sur Fargate, enfin vraiment tout le maximum qu'on peut faire du cloud. Voilà. D'accord. Et du coup, en pratique, sur le bare metal, c'est comment? Vous avez fait une colloque chez Equinix ou un truc comme ça? Là, en l'occurrence, on est sur un équivalent de OVH, Scaleway, Hetzner. On a pris nos machines qu'on loue. Donc on ne les a pas achetées, on n'a pas acheté les machines en elles-mêmes. Mais voilà, c'était... D'accord, donc vous êtes sur du bare metal as a service, entre guillemets Si on veut, ouais. Ok, merci beaucoup. Mais ce qui permet aussi d'avoir pas la gestion d'aller dans le data center, de brancher les racks. Mais ça reste, on a quand même, par exemple, s'il y a un disque dur qui lâche, il faut quand même ouvrir un ticket, dire il y a ce disque dur qui a lâché, est-ce qu'on peut le remplacer? Ça arrive. On n'a pas l'achat initial des machines. J'aimerais savoir comment vous gérez les upgrades par rapport au local PV, donc au data. Est-ce que vous supprimez le nœud est considéré comme supprimé, vous resynchronisez à chaque fois, ou le pod revient sur le même nœud et récupère ses datas? Du coup, sur le local PV, s'il y a un nœud qui tombe, on va dire que vraiment les datas sont perdues. Et c'est pour ça qu'on se base sur la réplication au niveau logiciel. Donc typiquement, il y a peut-être une maintenance en disant ce nœud-là, ce réplica, il est out, et il faut en créer un nouveau. Voilà. Ou dans le cas il essaie de revenir, il serait en attente jusqu'à ce qu'on puisse récupérer le nœud si ça arrive. Pour un upgrade GKE, vous faites aussi une resynchro, donc ça doit être assez long, j'imagine. J'entends pas du tout. Pendant un upgrade de Cube, pardon, excusez-moi, moi c'est GKE, j'ai parlé trop vite. Pour upgrader la version de Cube, les pods sont arrêtés. Non, le upgrade de Cube en gros, les pods vont continuer de tourner. Et ça va être un upgrade du control plane, des cubelets. Mais les containers qui sont on utilise containerd, eux vont continuer d'être présents. Que, voilà, donc il n'y a pas d'interruption à ce niveau-là. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Très bien, merci. Merci. Désolé, il n'y a pas le temps. Une autre question, c'est fini? Ok, bon, je suis disponible pour les questions après. Merci.